Bonjour, aujourd'hui je vous présente ma Super Ténéré 1200. C'est une moto qui a une histoire un peu particulière parce que c'est une moto que j'ai acquise en 2010 et puis après je suis très vite parti faire le tour du monde avec cette moto. Je suis parti de 2011 à 2014. Sur ce voyage, j'ai fait à peu près 150 000 km et j'ai traversé, je sais pas, 70 pays, fait le tour de l'Afrique. Après, arrivé en Turquie, monté sur l'Asie centrale jusqu'à la Mongolie. Mongolie, redescendre sur la Chine. Et puis ensuite, Asie du Sud-Est, Australie. Envoi en Amérique du Sud et puis remonter jusqu'à Montréal. Voilà, ça fait 150 000 km. Donc là, c'est une moto qui est en mode retraite. Hein, elle est plus, je m'en sers plus trop pour voyager. Surtout des petits trajets, des petites balades. Voilà, j'ai plus de pneus tout terrain dessus. Mais bon, je me suis dit que ça pouvait vous faire une vidéo intéressante pour toutes celles et ceux qui veulent partir voyager avec cette machine là. Il y a des choses à savoir et bon, je pense que ça peut être intéressant. Alors la première chose à savoir sur cette moto, et pas des moindres, c'est qu'il y a l'autodiagnostic dessus. Alors l'autodiagnostic, c'est quoi? C'est comme sur vos voitures là, quand vous branchez la prise OBD et que vous voyez toutes les fautes, les erreurs sur votre véhicule. Chez Yamaha, ils ont eu la brillante idée d'incorporer ça au tableau de bord. Du coup, vous n'avez plus à trimballer un ordinateur ou un boîtier de lecture comme sur beaucoup de motos de la concurrence. Voilà, je vais vous montrer comment on fait et puis après je vous montrerai les différentes évolutions que j'ai faites dessus et puis voilà. Donc la première chose à faire, c'est mettre le coupe-circuit. Et ensuite, il faut mettre le contact et en même temps, vous appuyez sur ces deux boutons là. Voilà. Alors, je sais pas si je vais y arriver d'une seule main. Oui, si, j'y arrive d'une seule main. Donc, vous voyez, on attend. On attend. Voilà, vous voyez. Voilà, ça y est, on est sur le diag. Donc, il y a deux positions. Soit vous êtes sur diag, comme ici. Si vous réappuyez une fois, vous pouvez régler le CO. Voilà. Donc, moi, je réappuie une seule fois. Et puis ensuite vous appuyez deux fois pour rentrer dans les paramètres. Voilà. Et puis ensuite ici vous avez tout un tas de références qui vous permettent de voir les erreurs, etc. Alors là ça paraît un peu abstrait comme ça, mais si vous avez le manuel d'atelier, vous pouvez aller rapidement voir ce qui se passe au niveau de l'ECU, au niveau de l'ABS, au niveau des papillons. Vous testez tout séparément. Et voilà, c'est vraiment très pratique de ne pas avoir à investir dans un boîtier de lecture. Voilà. Et puis ensuite, vous coupez le contact et vous quittez tout simplement. Voilà, donc vous remarquez que la moto elle a 191 555 km. Donc voilà, elle n'est pas toute jeune. Et voilà. Donc quand je suis parti faire le tour du monde, j'avais un support ici pour mettre le GPS. Alors j'ai fait qu'avec des GPS de randonnée, pas des GPS automobiles, parce qu'il y a beaucoup de pays. Il y a beaucoup de coins comme l'Afrique ou la Mongolie. Vous avez besoin de fonctionner au cap et pas suivre forcément une route. Et en fait, les GPS type Zumo de chez Garmin, ils vous permettent pas de faire des navigations au cap. Donc voilà, j'en avais un tout petit ici. Ensuite, j'en ai mis un ici. Quand le premier était vraiment trop petit, j'en ai eu marre. J'en ai mis un ici. Alors je l'ai décalé sur le côté parce que sur la piste c'est quand même plus pratique de voir ce qu'on a devant. Et puis voilà, là comme je fais plus avec des GPS type Garmin, type Zumo, pardon, c'était pas un Zumo, c'était un Montana que j'avais mis après. Je fais avec mon téléphone, donc voilà, j'ai mis un quad lock tout simple devant, ça fait le boulot, c'est très bien, il n'y a pas de souci. Allez, on va faire le tour des évolutions de cette moto. Alors, la première évolution sur ce modèle de 2010, ça a été une campagne de rappel au niveau du faisceau de phare.
Voilà, il était un peu sous-dimensionné et Yamaha a cru bon je pense que c'était une bonne idée de le changer. Voilà, donc ça a été un premier changement. Vous voyez, j'ai une moto que j'ai beaucoup protégée. C'est une moto qui était couverte toutes les nuits. Ça évite beaucoup de choses. Ça évite d'attirer les regards, ça évite que les gamins montent dessus. Parce que ça, c'est vraiment un gros problème. Il y a les gamins qui montent dessus, qui la font tomber, qui la prennent sur une jambe. Voilà, c'est arrivé en Afrique et c'est vrai que sous la bâche, bon, les gamins en règle générale, ils n'enlèvent pas la bâche. Donc voilà, ça c'est un point important. Couvrez vos motos quand vous voyagez loin. Autre point important, c'est ici, alors le bocal du liquide de refroidissement. Alors je l'ai enlevé le lien parce que maintenant c'est une moto qui roule en Europe et je suis quand même bien moins amené à la tomber. Mais n'hésitez pas ici à faire passer une chambre à air de vélo qui passe derrière. Comme ça, si vous chutez, ça évite au liquide d'ouvrir le bocal. Et ça vous évitera de répandre une bonne partie de votre liquide de refroidissement sur la route. Ce qui est problématique quand vous cherchez à repartir. Donc voilà. Ça c'est important. Première chose importante. Après c'était une moto qui était livrée avec le pack Aventure. Donc il y avait les protections ici, il y avait la béquille latérale, la béquille centrale. Voilà, ça fait partie des indispensables, la béquille centrale. Si vous avez une crevaison, pour réparer, c'est quand même bien plus pratique. Alors je vais faire le tour de tous les petits soucis que j'ai eu sur cette moto. Alors les soucis, comme les kilométrages que je vais annoncer, ils sont à relativiser, hein, parce que c'est une moto qui a vraiment beaucoup souffert. Beaucoup de sable, beaucoup de boue, des températures de dingue, hein. J'ai eu 58 degrés au Soudan, j'ai eu 58 degrés de nouveau juste avant en Mauritanie. Donc voilà, c'est des particularités que vous rencontrerez rarement en Europe, hein. Donc le taux d'usure, à mon avis, est multiplié par 2 assez facilement. Donc quand je suis parti, j'avais les valises Yamaha, c'était des valises en plastique qui ont été très décriées. Moi j'ai fait toute l'Afrique avec, c'était pas un souci, elles étaient même très bien, très solides. Vous pouvez chuter, elles restent étanches, donc ça c'était bien. Pourquoi je les ai changées? Je les ai changées pour la bonne et simple raison, c'est qu'elles n'étaient pas assez grandes. Du coup j'avais beaucoup de poids au-dessus là, et bon, pour le centre de gravité c'est quand même pas pratique d'avoir du poids en hauteur. Donc voilà, j'ai mis ces supports là. J'ai pas acheté les caisses chez Touratech parce que j'en avais vu un paquet tourner et je sais qu'à la moindre chute après elles sont plus étanches. Donc voilà, c'est un Anglais qui me les a construites. C'était du sur mesure et ça n'a pas bougé. Si vous voulez voir exactement le modèle, vous allez sur mon site internet qui sera en description et puis vous pourrez voir les modèles. Alors le cardan, il n'y a presque rien à dire. C'est aucun souci. Voilà, sur 190 000 km, aucun souci. Vous faites votre vidange tous les 20 000. C'est une moto qui n'aura aucun souci de ce côté-là. C'est très très solide. C'est à mon avis surdimensionné. Bon, l'avantage c'est que c'est fiable, mais l'inconvénient c'est que c'est assez lourd. Voilà. Les jantes, celle-là elle est neuve à l'arrière, je l'ai cassée. Je l'ai cassée parce que j'ai fait le bourrin, tout simplement. Une pression un peu légère, une pression du pneu à 1,4 kg, 1,5 kg, et puis vous prenez un trou un peu fort et vous le cassez. Alors je sais qu'il y a eu des doléances au niveau du rayonnage. Parce que c'est des jantes à rayons qui sont en tubeless. Je sais qu'il y avait des rayons qui se cassaient chez des gens. Alors moi j'ai pas eu ce problème là. Par contre il faut que vous sachiez que si vous avez des rayons qui se cassent, il faut pas, il faut les resserrer à la clé dynamométrique, mais il faut pas mettre le couple de serrage direct. Ça se fait petit à petit. Il faut répartir les tensions en tournant sur votre roue. Voilà, je vous dis ça parce que je
j'ai des amis qui ont fait ça et voilà, vous mettez X newton ici et en fait de l'autre côté ça vous casse tout. Donc les jantes, si vous faites pas les bourrins, vous les casserez pas. Le silencieux, il est d'origine, lui il n'a pas bougé non plus. Si on continue le tour, alors ici vous avez le poussoir hydraulique pour l'embrayage. Alors il n'y a pas vraiment de souci avec cet appendice là. Moi je l'ai changé, la moto elle avait 170 000 km. Ah, donc ça laisse voir venir. Et puis voilà, ça fuyait là, tout simplement. Mais ça continue à fonctionner. Alors c'est le gros avantage de cette moto, c'est que elle vous lâchera pas. Tous les petits soucis ou quoi, voilà. Vous n'êtes pas obligé de la mettre dans un camion et de la ramener dans un endroit où vous pourrez la bricoler. C'est une moto qui vous ramènera au bercail. Voilà, ça c'est un petit problème de fuite. Voilà, je remettais du liquide assez régulièrement et puis jusqu'au jour où j'ai été dans un endroit où je pouvais en acquérir un et puis voilà, je l'ai changé. Boîte de vitesse et tout ça, il n'y a aucun souci, j'ai pas eu de souci. Ici vous avez l'alternateur. Alors l'alternateur il a été remplacé. Il a été remplacé autour de 80-90 000 km. Voilà, c'était une époque où je pense que les alternateurs ils étaient montés sans se soucier du GPS, du rechargement des smartphones et autres téléphones. Et du coup, bon, c'était à mon avis un peu light. Voilà, j'ai remplacé ça. Il n'était pas mort, hein, mais il y avait quand même des bobines qui avaient souffert. Du coup, voilà. Le démarreur, lui, il n'a jamais branché, toujours d'origine. La centrale ABS, alors la centrale ABS, c'est un point un peu particulier parce que en fait, c'est une moto qui n'aime pas rester sans rien faire. Donc j'ai eu aucun souci avec la centrale ABS quand je roulais au quotidien. Et en fait, comme j'ai dû travailler à l'étranger, je l'ai laissé 4 ans. Et puis, au bout de 4 ans, la centrale ABS, elle a rendu l'âme. Alors il ne faut pas stresser, il ne faut pas aller regarder le prix d'une centrale ABS neuve chez Yamaha. Parce que alors là, vous n'avez plus que vos yeux pour pleurer. Vous démontez votre centrale ABS et puis vous l'envoyez tout simplement à Lyon. Et puis il y a une boîte là qui répare les centrales ABS. Bon, ça pose aucun souci, ça se fait très bien. Moi je l'avais mise en Durit Aviation en direct pour shunter l'ABS. Ça marchait aussi très bien, mais avec le contrôle technique maintenant, vous êtes obligé de la faire fonctionner comme elle était d'origine. Voilà, donc ça c'est l'ABS, petit souci qu'ont eu certains. Ensuite, si on continue, voilà, un petit défaut de cette machine qu'elle j'ai pallié, c'est qu'en fait j'ai mis une plaque c'est de l'alu qui permet d'obstruer complètement le haut moteur. Alors pourquoi j'obstrue le haut moteur? Parce qu'en fait au cours du tour du monde, on se rend compte qu'il y a de l'eau et des saletés qui arrivent au niveau des bobines d'allumage. Et en fait ces bobines d'allumage au bout d'un moment elles s'oxydent, elles ne fonctionnent plus bien comme il faudrait. Et en fait voilà, ça met des à-coups à bas régime. C'est assez problématique. Une bobine d'allumage c'est quand même assez cher. Et voilà, j'ai réglé le problème. Et là j'ai plus de soucis. Alors l'autre souci c'est que du coup comme c'est obstrué, vous risquez d'avoir le moteur qui chauffe plus rapidement. C'est un 1200, hein, faut pas se leurrer. Tous les 1200 chauffent beaucoup, surtout si vous êtes empêtré dans le sable ou dans la boue. Moi ce que je conseille c'est de vidanger votre liquide de refroidissement et d'en mettre un où il y a plus de glycol. Alors en France ou en Europe, votre véhicule il va moins rapidement monter en température, ce qui peut être un problème en hiver, mais il va moins surchauffer dans les portions où il va rouler lentement et il va forcer. Voilà, c'est ma petite astuce. Alors voilà. Ici vous remarquez, j'ai mis des protections de quad, tout simplement, à l'avant comme à l'arrière. Ça c'est super. Je repartirai avec ça sans hésiter. J'ai eu aucun problème de joint spi, aucun problème de suspension. Vraiment parfaite.
parfaite de ce côté-là, il n'y a eu aucun souci. Allez, si je continue, l'échappement il n'a pas bougé. Alors là, il y a un petit point intéressant. Alors ça, c'est la pompe à eau, ici, de ce côté-là. Et puis de l'autre côté, vous avez la pompe à huile. Et entre les deux, vous avez des joints et un système de mise à l'air. Alors c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure en vous disant l'avantage de cette bécane là, c'est qu'elle va vous ramener au bercail. Et ben voilà, si vous connaissez un peu les autres marques, hein, comme KTM, vous connaissez très bien si vous voyagez un peu la 990 Adventure. Voilà, la 990, elle avait le même principe, une pompe à eau, une pompe à huile, et entre les deux un joint. Et ce joint, malheureusement, il finit par rendre l'âme, et vous avez votre eau et votre huile qui se mélangent, et vous flinguez votre moteur. Et ben, chez Yamaha, on fait des motos un peu plus lourdes, hein, on est d'accord, mais entre la pompe à eau et la pompe à huile, vous avez un joint, même deux joints, et entre ces deux joints, vous avez une mise à l'air. Donc, comme moi, quand votre joint il rend l'âme et que vous êtes au fin fond de l'Australie au niveau de Ayers Rock, et tous les soirs vous remettez de l'huile, et puis le trop plein d'huile entre guillemets hein, qui sort par le joint, à la place d'aller se mélanger avec l'eau, il ressort tout naturellement avec ce système là. Donc ça vous fait une moto qui est un poil plus lourde, mais vous faites 5000 bornes comme ça, et arrivé à Melbourne, vous réparez, ou vous faites réparer. Et ça pour moi c'est ce qu'il y a de fantastique avec ces motos là, c'est que on va pas gagner 1 kilo pour rien. La moto elle est faite pour être entretenue partout dans le monde. Vous n'avez pas besoin d'avoir un boîtier pour lire les codes défauts. Ce genre de réparation là, ce genre d'astuces sur les pompes à eau, c'est au top. Vous pouvez continuer à rouler sans souci. On continue notre petit tour. Alors ici, ici vous avez l'embrayage. Alors l'embrayage sur cette moto, il est quand même sollicité. Hein. Faut pas se leurrer. Pourquoi? Parce que il faut bien comprendre que Yamaha vend des motos d'aventure, mais on n'est pas très nombreux à exploiter ces machines à 100%. Et donc pour moi et pour beaucoup, la boîte en tout terrain, elle tire beaucoup trop long. Si vous êtes dans le sable, si vous êtes dans la boue, malheureusement il va falloir jouer de l'embrayage. On n'est pas tous des Stéphane Peter-Hansel, on passe pas tous à fond, ni des pilotes de Dakar, donc voilà, surtout comme moi, j'ai voyagé seul, j'ai traversé l'Afrique seul, vous pouvez pas vous permettre de passer en force, de chuter lourdement, personne ne va venir vous chercher, personne, et voilà, donc on passe doucement, on fait souffrir l'embrayage, il fait très chaud dans le sable, donc moi j'ai très vite cramé un embrayage. La moto avait 9000 bornes, j'étais en Mauritanie, 58 degrés, beaucoup de sable. Voilà, le problème de ces embrayages, qui n'est pas forcément un problème, c'est qu'en fait c'est pas des ressorts qui vont plaquer vos disques, c'est une sorte d'assiette de coupelle là, qui va faire office. Et en fait cette plaque, cette coupelle qui fait office de ressort, elle, quand il fait très très chaud, en fait elle va perdre en ressort, on va dire, et du coup elle va mal plaquer vos disques, et en fait vos disques ils vont se cramer, voilà, tout simplement. Alors le truc qu'il y a à savoir, c'est que à la place de mettre de changer cette coupelle là, parce que moi j'ai eu cette moto, je suis parti en 2011, hein, il n'y avait aucun préparateur qui travaillait sur cette moto là. Ce que j'ai fait, c'est que avec l'aide d'un préparateur moto qui bosse sur Narbonne là, il m'a dit écoute, ce que tu fais, c'est que tu mets une plaque de plus qui fait office de ressort, et tu vas voir tes disques, ils vont jamais plus patiner. Et ça a été le cas. J'ai changé j'en ai mis 2. J'ai plus aucun souci de patinage, de l'embrayage. Alors par contre, voilà, c'est plus brutal, c'est plus physique hein, pour votre main gauche, mais vous aurez aucun souci de patinage avec ça. Voilà, donc ça à savoir. Après, dans les autres évolutions, voilà, j'ai mis un petit antivol là, ça vous permet de poser votre casque de l'attacher quand vous allez visiter. Bon, pose pas de soucis.
Donc voilà, je crois que j'ai fait à peu près le tour de la moto. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Pour moi, c'est une moto à tout faire. Une moto qui est très polyvalente. Vous pouvez partir en Europe à deux, vous pouvez partir comme moi faire le tour du monde. Alors après, bien sûr, hein, c'est une moto qui est très lourde. Voilà, si vous faites de l'extrême avec, hein, beaucoup de sable, beaucoup de bourbier, ben, va falloir avoir un gros bagage, hein, un gros bagage technique, et puis physiquement c'est une moto qu'il faut amener. Voilà, à vous de choisir. Si vous voulez du confort et un véhicule fiable et qui vous amène très très loin, bah, c'est la moto idéale. Après, si vous cherchez à faire plus d'extrême, hein, beaucoup de sable, beaucoup de boue, etc. Bon, bah, je pense que le marché à l'heure actuelle, il offre des motos qui sont plus adaptées. Après, avec un bon train de pneus, ça passe, hein. Mais voilà, je vous l'ai dit, il faut un peu plus d'engagement physiquement. Alors les pneus, bah, on peut en parler. Si vous voulez, là ici j'ai des Tourance Next, c'est des pneus route, hein. Voilà, c'est la retraite de la moto, donc je fais plus de tout terrain avec, je roule tranquillement. Quand je suis parti, j'avais des Aideno K60. Ouais, c'est des super pneus. Super pneus, moi je faisais à peu près 20 000 km avec. Voilà, du grip correct avec l'avant, ce qu'on demande à une moto, hein. À l'arrière, bon, j'aurais quelques griefs parce que bon, voilà, le problème c'est que ces motos sont très puissantes et puis du coup ils ont mis une bande de roulement complète. Il n'y a plus de crampons séparés parce que je pense que les pneus se bouffaient trop vite. Donc bon, on a perdu un peu en grip avec l'arrière. Je serais curieux d'essayer ce que fait Mitas pour ces motos là. Après c'est vrai que j'étais content des Aideno globalement, donc j'ai pas voulu changer. Puis voilà, quand vous voyagez une moto avec 20 000 km d'autonomie, au niveau des pneus c'est juste un soulagement, hein, parce que des motos comme ça on n'en voit pas beaucoup, on n'en trouve pas beaucoup de par le monde. Alors trouver des pneumatiques au fin fond de l'Afrique, bah, vous oubliez. Du coup voilà, c'était très bien. Vous descendez en Afrique avec un train de pneus, arrivez en bas, bah, vous changez votre train de pneus, vous remontez, et ainsi de suite. Pour la Mongolie, j'avais des Karoo, donc des pneus beaucoup plus cramponnés. Voilà, la Mongolie, vous faites beaucoup de navigation au cap, vous faites beaucoup de passages de rivière, donc voilà, c'est quelque chose qui est important d'avoir des pneus avec un gros grip pour les bourbiers, etc. Mais bon, le revers de la médaille, c'est que vous avez très peu d'autonomie, hein. C'est des pneus, je les ai mis en Russie avant de rentrer en Mongolie. J'ai traversé la Mongolie, arrivé en Chine et c'était mort, hein. Donc voilà, heureusement j'avais les Aideno encore accrochés derrière, et puis je suis rebasculé sur les Aideno qui eux, voilà, ont fait le job, voilà. Voilà cette petite vidéo. Si j'ai oublié quelque chose, ben, vous n'hésitez pas. Je pense que j'ai globalement fait le tour de cette moto. Si vous devez en acheter une pour partir et que vous avez des petites questions, ben, n'hésitez pas. Voilà, allez, je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.